Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans une exigence de la norme ISO 14001-2015 qui est vraiment essentielle, mais qui est aussi souvent un peu mal comprise, la fameuse notion de partie intéressée. Et vous allez voir, c'est pas juste du jargon administratif. Non, non, c'est un vrai changement de philosophie qui force les entreprises à regarder bien au-delà de leurs quatre murs. On décortique ça ensemble. Commençons avec la question qui tue. Au-delà des acteurs évidents comme les clients ou les inspecteurs, qui se soucie vraiment de la performance environnementale d'une organisation? La réponse à cette question, c'est le cœur de la version moderne de la norme ISO 14001. Et le plus intéressant, c'est que la réponse va beaucoup plus loin que les suspects habituels. La norme nous demande en fait d'élargir radicalement notre champ de vision. Ce grand changement de mentalité, c'est vraiment ça la clé de la mise à jour de 2015. On parle d'un virage philosophique majeur. L'analogie est parfaite ici. Avant, on voyait le management environnemental un peu comme un vase clos, autrement dit un système isolé qui se passait à l'intérieur de l'usine. Aujourd'hui, la norme nous oblige à voir ça comme un écosystème ouvert qui est en interaction constante avec tout ce qui l'entoure. Et le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est que ces influences externes ne sont plus juste des petits détails à gérer à côté. Non, elles deviennent les fondations mêmes du système de management. Ce n'est plus une question de communiquer après les faits, mais de concevoir le système en fonction de cet environnement dès le départ. D'accord, mais alors concrètement, de qui on parle? Allons-y, définissons ce terme clé. Bon, voilà la définition officielle, tirée directement de la norme. Vous voyez, elle est volontairement très large. Le mot-clé à retenir, c'est « s'estimer influencé ». Ça veut dire que même la simple perception d'un impact, ça compte. Et ça ouvre la porte à une analyse pas mal plus profonde. En pratique, ça ratisse large. Ça inclut tout le monde. Les employés à l'interne, évidemment, mais aussi les clients, les fournisseurs et même les résidents du quartier, les groupes de pression, les investisseurs. C'est vraiment tout cet écosystème qui gravite autour de l'organisation. Heureusement, la norme ne nous lance pas ce concept-là sans nous donner d'outils. L'article 4.2 fournit une approche qui est vraiment claire et structurée en 3 étapes pour s'attaquer à ça efficacement. La raison d'être de cette méthode, c'est de trouver le juste milieu. Il s'agit d'éviter 2 gros pièges, soit faire une analyse trop rapide qui passe à côté de points critiques, soit faire une liste tellement longue et détaillée qu'à la fin, on ne peut rien en faire. La clé du succès, c'est la pertinence. Le processus se déroule donc en 3 temps. D'abord, on identifie qui est pertinent pour nous. Ensuite, on cherche à comprendre quels sont leurs besoins et leurs attentes. Et finalement, l'étape cruciale, on détermine ce qui, dans tout ça, devient une obligation de conformité pour l'entreprise. Et c'est vraiment cette troisième étape qui est la plus délicate, mais aussi la plus importante. C'est là qu'on doit faire la distinction entre une simple attente et une véritable obligation à laquelle on doit se conformer. S'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Ce n'est pas parce qu'un groupe exprime un souhait ou une préoccupation que ça devient automatiquement une obligation pour l'organisation. C'est une nuance fondamentale de la norme. La différence est simple, mais elle est essentielle. D'un côté, on a l'attente. C'est un souhait exprimé. De l'autre, on a l'obligation. Ça, c'est une exigence que l'organisation doit respecter, que ce soit parce que la loi l'y oblige ou parce qu'elle a fait un choix stratégique en ce sens. Alors, comment est-ce qu'on passe d'une simple attente à une obligation en bonne et due forme? Eh bien, il y a 2 chemins principaux. Soit l'attente est déjà écrite noir sur blanc dans une loi, un règlement ou un permis, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, ou alors l'organisation décide de l'adopter volontairement, par exemple en intégrant dans un contrat, une politique publique ou un accord. Et à partir de ce moment-là, ça devient tout aussi contraignant. Et tout ce travail-là, ce n'est pas juste un exercice théorique. En fait, ça vient alimenter directement une autre fonction qui est centrale dans le système, l'analyse des risques et des opportunités. Tout le processus de gestion des risques part de là. La matière première, la base de l'analyse, c'est cette collecte et cette compréhension des besoins et attentes. Une fois qu'on a ça, on est capable d'identifier les risques potentiels. Par exemple, ignorer les attentes d'un client majeur, c'est clairement un risque. À l'inverse, y répondre proactivement, ça peut devenir une superbe opportunité d'affaires. Et finalement, cette analyse des risques et des opportunités, elle se traduit en actions concrètes. C'est elle qui va définir les objectifs et les cibles du système de management environnemental. C'est comme ça que les attentes du monde extérieur viennent façonner directement la stratégie interne de l'entreprise. Alors, à la fin de la journée, on peut se demander pourquoi faire tout cet effort? C'est quoi le gain concret pour l'organisation? Les bénéfices sont immenses, vraiment. On évite les mauvaises surprises réglementaires qui peuvent coûter cher. On anticipe les conflits potentiels avec la communauté ou les clients. On protège sa réputation. Mais par-dessus tout, on bâtit un système de management qui n'est pas juste théorique, mais qui est vraiment branché sur la réalité. La politique et les objectifs environnementaux deviennent alors beaucoup plus crédibles parce qu'ils sont basés sur une écoute réelle et structurée. En résumé, si on veut simplifier, tout se ramène à cette idée puissante.
Il faut savoir avec qui on interagit, il faut comprendre ce que ces gens attendent de nous et il faut clarifier ce qu'on s'engage réellement à faire. La question qu'on doit donc se poser est la suivante. Maintenant qu'on sait qui écouter, quelle est la conversation environnementale la plus importante que notre organisation devrait lancer? Parce que identifier les bonnes personnes, c'est la première étape, engager le dialogue, c'est la suivante. Merci de votre écoute.